Rebonjour à tous. J'espère est-ce que tu as commencé l'enregistrement? Oui, c'est bon. Ok, rebonjour à tous. J'espère que C'est vous bon. vous portez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que le week-end commence bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de SQL. Moi, je me présente, c'est Abraham Coloro. Donc, je suis data engineer. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur moi en dehors de ça. Donc, comme je disais, je me répète, on est là pour parler de SQL. Aujourd'hui, on va rien faire de compliqué. On va avoir les bases réellement pour tout le monde. On va revenir sur ce que c'est que le SQL, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça s'écrit, les requêtes de base, les petits trucs qu'il faut savoir faire quand on débute en SQL, comment pratiquer, quelques petites bonnes habitudes à garder en tête euh, quand on écrit du SQL et tout. On va faire un petit lab où on va essayer de tester aussi un peu nos invités qui sont là et savoir s'ils sont, s'ils voudraient bien essayer de résoudre quelques challenges avec nous. Donc, ça, c'est tout. On a 2 heures de temps, je pense 1 heure ou 1h30 avec des questions et tout. Donc, on va pouvoir commencer rapidement là, on va pas perdre de temps. Donc, déjà, aujourd'hui, il faut savoir que le SQL, comme vous le voyez sur la présentation, il est indispensable pour tous les professionnels de la data, que vous soyez data analyst, data engineer, data scientist, peu importe ce que vous êtes ou d'où ça vient ou d'où ça commence en fait. Le métier que vous faites en data, il faut forcément que vous soyez à l'aise en SQL. Donc, on vous demande pas d'être hyper puissant, mais le SQL, c'est comme le français ou c'est comme l'anglais si on veut dire. Donc, ça, tout le monde est censé le comprendre, tout le monde est censé le maîtriser. Donc, c'est non discutable. C'est également important lorsque vous êtes développeur software de façon générale, même développeur mobile et tout. Ça peut vous aider également. Donc, pour la séance aujourd'hui, on va d'abord voir l'origine du SQL. On va voir des concepts clés, comprendre c'est quoi le SQL, c'est quoi RDBMS, c'est quoi un data warehouse, euh, les différents types de langage SQL et tout. L'anatomie d'une requête, comment est-ce qu'on écrit une requête, comment est-ce qu'on fait des jointures, comment est-ce qu'on fait des agrégations, comment est-ce qu'on fait des filtres. Et puis, on va voir quelques exemples au cours de la présentation là. Puis, on va passer maintenant à un petit lab là, où on va essayer de questionner une base de données nous-mêmes. On va essayer de résoudre quelques petits challenges ensemble. Donc, d'où vient le SQL? Le SQL, c'est une interface, ça veut dire Structured Query Language. C'est un langage déclaratif qui a été créé par IBM dans les années 70. Donc, le but de SQL à la base, c'est que, on a des données et on veut les interroger, on veut pouvoir répondre à des questions avec du code, mais pas du code hyper compliqué comme ce qu'on écrivait à l'époque, du C, du C++, de l'assembleur et tout. On veut vraiment que peu importe qui touche la base de données, en fait, que ce soit un analyste, que ce soit un développeur, que ce soit quelqu'un qui était habitué un peu à des sheets et tout, que la personne puisse se retrouver. Donc, le but de SQL également, c'était de pouvoir faire ces requêtes-là, écrire son code, comme si on parlait réellement de l'anglais. Donc, quand vous regardez le SQL aujourd'hui, vous avez l'impression, en fait, que même sans forcément aller apprendre le langage quelque part, sans forcément aller, aller passer des heures à suivre un tutoriel et tout, vous avez l'impression de comprendre un peu, avec, quand c'est des requêtes de base, qu'est-ce qu'on est en train, qu'est-ce qu'on est en train de faire réellement là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous avez l'impression de lire de l'anglais de façon générale. Donc, réellement, c'est ça qu'on veut en SQL. C'est pour ça qu'il a été créé. Donc, après les années 70, à partir d'un moment, il y a eu ce qu'on appelle de l'anti-SQL. Donc, l'anti-SQL, c'est un standard. Donc, vous allez beaucoup entendre parler de ça. C'est un standard qui va dire que tout ce qui est logiciel, tout ce qui est système
qui utilisent du SQL dans toutes les bases de données. Aujourd'hui, on prend l'exemple de Postgre, MySQL, BigQuery, tout ce qui utilise réellement du SQL doit respecter un certain standard. Le standard, pour faire court, il est simple, c'est-à-dire que il y a des opérations, il y a des mots-clés déjà. On parle des mots-clés déjà, donc les mots-clés, c'est let, where, having, group by, let join, write join, etc., qui sont forcément applicables dans tout ce qui est système SQL. Donc, tout ce qui est système SQL, tout ce qui intègre du SQL, tout type de base de données, on peut venir parler SQL dessus, en fait. Il faut qu'on ait la possibilité de faire ces opérations de base-là. Il faut que, quand tu écris une requête qui respecte de l'ANSI SQL, donc une requête qui respecte ce standard qui a été défini, peu importe le système sur lequel tu veux exécuter cette requête-là doit pouvoir passer sur tous ces systèmes-là. Donc, c'est ce que l'ANSI SQL veut dire. Il y a plusieurs versions. Je ne vais pas rentrer dedans. C'est pas intéressant pour nous non plus. Donc, après ça, on a eu l'extension moderne du SQL qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui. Donc, dans tout ce qui est système de base de données classique qu'on connaît, donc du Postgre, du Oracle, du MySQL et tout ce qui est technologie Big Data moderne, Data Warehouse aujourd'hui. Donc, du Snowflake, du BigQuery, du, du Azure, j'ai oublié comment ils appellent le truc de Microsoft Server, là, du Redshift pour Amazon et tout, et plein d'autres petites solutions comme ça, du ClickHouse, tout ce que vous voulez. Donc, c'est de façon grossière, en fait, l'évolution qu'on a eue du SQL depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Le SQL, un langage déclaratif. Un langage déclaratif, ça veut simplement dire que lorsque vous faites du SQL, vous dites ce que vous voulez, mais vous ne dites pas la manière dont le système doit aller faire ça. Donc, un exemple tout simple, je viens dans un restaurant, c'est un peu comme un restaurant. Je dis aux gens qui sont dans le restaurant, moi, je veux un plat de spaghettis. Donc, il se débrouille, il fait ce qu'il a à faire, il va en cuisine, il fait les différentes opérations et il me renvoie mon plat de spaghettis. Je ne lui dis pas, bah, le spaghetti, en fait, tu dois le mettre 15 minutes dans l'eau, tu dois faire ci, tu dois mettre du sel, tu dois assaisonner. Non, je lance juste la commande, il lui dit, je veux tel truc, de telle façon, et lui, il se débrouille pour aller ramener. Donc, c'est pour ça qu'on parle de langage déclaratif. Ce qui est différent de tout ce qui est impératif, donc, comme je vais dire du C++ par exemple, où tu dois aller définir les petites opérations, il faut passer telle chaîne de caractères, il faut faire tel truc, il faut aller lire tel fichier. Donc ça, le langage ne gère pas ça. Le langage gère juste vraiment cette couche-là au-dessus, déclarative. Et toi, tu questionnes, tu dis ce que tu veux et on te renvoie le résultat. Tu n'as pas besoin de dire comment est-ce que tu veux la chose. Donc, on va faire, avant de continuer, une petite différence entre SQL, logiciel de base de données relationnelles et data warehouse. Donc, comme on l'a dit, en fait, le SQL, c'est le langage. Donc, le SQL en lui-même, c'est la syntaxe. Ce n'est pas PostgreSQL. Quand vous dites SQL, c'est pas PostgreSQL. SQL, c'est pas MySQL. SQL, c'est pas BigQuery. Le SQL, c'est le langage. Donc, c'est les mots-clés, c'est la façon dont il faut écrire le code et tout. Les autres, ce sont des logiciels. Donc, ce sont des logiciels, ce sont des moteurs dans lesquels des logiciels qui ont implémenté ce langage-là. Donc, quand vous prenez du Postgre, par exemple, si je ne raconte pas de conneries, Postgre lui-même est écrit en C++ et au-dessus, on a mis du SQL. Donc, chaque fois que vous tapez du SQL sur un moteur de base de données Postgre, en fait, ce qui se passe simplement, c'est que on prend votre requête et on la passe au moteur qui va lui aller se charger de gérer avec les fichiers, avec comment est-ce qu'il a enregistré, tout et tout, qui va se charger de voir au niveau de l'implémentation même du logiciel de base de données, donc de gestion de base de données là. Il va aller se charger d'exécuter la requête et de vous renvoyer le résultat. Donc, il y a cette couche d'abstraction là. Donc, il faut savoir que le SQL, c'est le langage. Quand vous prenez un RDBMS, c'est un logiciel qui embarque à la fois plein de choses qu'on a mis dedans. Donc, comment est-ce qu'il faut gérer le traitement, comment est-ce qu'il faut gérer le stockage des données, les permissions, les utilisateurs. Ça, c'est le logiciel qui gère.
Et au-dessus, on a mis du SQL pour que vous puissiez venir interroger, pour que vous puissiez venir faire vos opérations avec. Très important. Donc, il faut faire maintenant une petite différence entre RDBMS et Data Warehouse. Les RDBMS, ce sont Relational Database Management System, donc les systèmes de gestion de base de données relationnelles. Donc, ce sont les systèmes classiques, PostgreSQL, MySQL, Oracle et consorts, qu'on a l'habitude d'utiliser dans des logiciels. Donc, quand on fait nos applications sur le web et tout, donc elles fonctionnent avec des chemins relationnels. Donc, ça veut dire qu'une table A va être liée à une table B et tout. Donc, on a ce système de dépendance-là, un peu comme ce qu'on voit en génie logiciel, quand on fait de l'UML et tout, entité, relation et tout, on a ces fonctionnalités-là. Donc, ces systèmes-là vont nous permettre d'implémenter ces fonctionnalités-là, vont nous permettre de pouvoir gérer nos données de cette façon-là. Donc, ça, c'est ce qui est utilisé de façon plus classique. Et dernièrement, on a de plus en plus, bon, je dis dernièrement, je ne suis pas sûr que ça fasse 15 ans ou 10 ans, mais on a ce qu'on appelle les data warehouse. Donc, les data warehouse, ce sont des solutions, on va dire, qui sont designées pour du big data. Donc, quand on dit big data, ce n'est pas seulement la quantité. Donc, déjà, c'est la quantité. On ne va pas se mentir. Donc, quand on parle de big data, on parle généralement en centaines de gigas au minimum, ou généralement, on parle de teraoctets, donc, qui sont designés pour gérer des teraoctets de données. Vous pouvez venir dessus et faire, en fait, des opérations, des manipulations, des requêtes sur des teraoctets de données et avoir, en fait, des résultats très rapidement. Donc, des requêtes sur un teraoctet qui s'exécutent en 1 seconde à peine. Donc, vous utilisez une solution data warehouse comme BigQuery ou Snowflake. Donc, il n'y a pas que ces deux-là, il y en a plusieurs. Donc, ces data warehouse, ça fonctionne parfois différemment. Généralement, je ne dis pas de conneries, elles n'ont pas de système relationnel comme on peut le voir ailleurs. Les optimisations sont un peu plus différentes de ce qu'on fait avec les RDBMS. Il ne faut pas confondre, il faut savoir que les data warehouse sont designés pour de l'analytics, donc pour des requêtes analytiques. Donc, quand vous prenez un data analyst, un data engineer, un data scientist, qu'il a besoin de faire des requêtes, un data warehouse, pour lui, est plus adapté qu'un RDBMS, qui lui est plus adapté pour un logiciel, donc pour un site web, pour une application mobile. Si vous essayez d'inverser les deux et de mettre un site web ou une appli mobile sur un data warehouse, vous n'aurez pas les performances que vous souhaitez. Vous n'aurez pas tout cet arsenal-là que vous propose souvent l'environnement de développement, que ce soit du Node.js, du Python, des ORM et consorts, pour pouvoir gérer de la façon dont vous avez l'habitude de gérer avec les RDBMS. Donc, parfois, c'est un peu plus tricky, on va dire. Mais si, au contrario, maintenant, vous prenez un RDBMS pour faire de l'analytics, généralement, pour de petits volumes de données, analytics, vous allez pouvoir gérer. Mais lorsque vous allez commencer par parler de teraoctets et tout, bah, ça va être très difficile en termes de maintenance de rester sur cette solution. Évidemment, il y a d'autres solutions open source pour faire du data warehouse si vous le voulez. Donc, à vous de voir également. Donc, grosse parenthèse, on va pouvoir parler de l'essentiel. Donc, aujourd'hui, pourquoi c'est indispensable de comprendre le SQL? Donc, déjà, la productivité. On peut interroger des millions de lignes de données en deux, trois lignes sans avoir besoin de faire nous-mêmes du chargement et tout. On peut lancer très simplement. Donc, on a une technologie qui nous permet de le faire aujourd'hui. On a également la possibilité d'écrire des pipelines de données. Donc, pour ceux qui sont data engineers, on va écrire des pipelines de données, donc des tables qui se rafraîchissent, la possibilité d'aller chercher la donnée à un endroit, de la transformer, de la mettre à un autre endroit. On peut le faire aujourd'hui avec plein d'outils en full SQL, où tu n'as besoin que d'écrire que du SQL. Peut-être de temps en temps un peu de Jinja ou un peu de YAML, mais rien de sorcier, donc très simple. Et aujourd'hui, c'est l'un des standards en matière de data pipeline, on va dire, dans l'industrie data engineering. Donc, on pense à des outils comme Dataform sur GCP, hein, des outils comme SQL Mesh ou encore DBT, qui est, je pense, le plus populaire. On a la portabilité, donc nos systèmes et tout
sont très portables. Donc, nos requêtes, on peut les exécuter, comme je disais là, à peu près sur tous les systèmes. Donc, si aujourd'hui je veux quitter BigQuery pour passer sur Snowflake, je n'ai pas trop de soucis à me faire. Je sais que j'aurai peut-être quelques ajustements à faire, mais la majorité de mes requêtes vont pouvoir marcher. Aujourd'hui, avec l'IA encore, la migration peut être un peu plus facile également. L'autre truc, c'est la collaboration. Donc, comme je l'ai dit, le SQL, c'est le langage par défaut de tous les gars de la data. Donc, si on vous donne du code Scala à lire, c'est pas évident que vous puissiez le comprendre. À contrario, si on vous donne du code Python, peut-être que oui, du code R, peut-être que oui. Mais si on vous donne du SQL et que vous travaillez dans la data, vous êtes censé le comprendre. Peu importe l'équipe, peu importe le rôle que vous jouez dans l'équipe plutôt. Même si vous êtes PM, même si vous êtes PM, même si vous êtes PM data, vous savez écrire du SQL. Donc, c'est ça. Bon, déjà, le SQL, il faut savoir que le SQL, ce n'est pas le select from, tout basique là. Le SQL est divisé en ce qu'on va appeler des commandes ou des catégories du langage SQL. On en a généralement quatre, on peut dire cinq si on veut. Donc, parfois, vous allez en avoir quatre, vous allez en avoir cinq, à vous de voir. Mais généralement, c'est quatre ou cinq. On a ce qu'on appelle les DDL, donc Data Definition Language. Donc, Data Definition Language, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la syntaxe, donc c'est l'ensemble des mots-clés, des syntaxes et tout qui vont nous permettre de définir de la data. Définir de la data. Donc, pour le faire, on utilise des mots-clés comme create, prop, alter, truncate. Donc, pour créer des objets, euh, supprimer des objets, modifier des objets. Quand je dis objet, je pense aux tables aux données en elles-mêmes. Truncate pour vider les tables et tout ce que vous voulez. On a tout ce qui est DML, donc Data Manipulation Language, qu'on peut fusionner certaines fois avec du DQL, donc Data Query Language. Parfois, on met le Data Query Language dedans aussi. Donc, on va dire qu'on a des trucs comme select, insert, update, delete, call, explain. On va peut-être revenir sur explain et tout. Après, on va voir ça. On a le TCL, donc Transaction Control Language. Donc, vous êtes sur des RDBMS, donc Postgre par exemple. Vous avez la possibilité de faire ça, donc des commits, des save points, des rollbacks, des sets de transactions, des sets de contraintes et tout. Vous avez du DCF, Data Control Language. Donc, généralement, c'est ce qu'on utilise pour pouvoir définir les droits. Qui a le droit de voir quoi? Qui a le droit de faire quoi dans notre système de base de données? Juste pour être sûr, juste pour rappel, en fait, select qu'on va voir ou dans lequel on est généralement, en fait, le plus souvent, n'est pas forcément, c'est juste le sommet de l'iceberg, en fait. Donc, c'est tout ce que j'essaie d'expliquer là rapidement. Donc, comment est-ce qu'on écrit une requête? Pour écrire une requête SQL, généralement, une requête se décompose un peu comme on le voit sur l'image là. Donc, on a les mots-clés, select, from, join, on, where, group by, order by, limit, having. Donc, on va essayer de voir ensemble les petits mots-clés là, qu'est-ce que ça signifie. Mais généralement, c'est comme ça, dans cet ordre-là, qu'on va aligner le mot-clé pour écrire une requête. Donc, le select, on va pouvoir définir quelle est la donnée qu'on veut. Donc, quelles sont les colonnes qu'on veut. Les colonnes qu'on veut ou les données qu'on veut là, elles viennent de quelle table. Donc, on va pouvoir le faire avec from, on va pouvoir dire ça. Si on veut ramener une autre table pour faire ce qu'on va appeler une jointure, on va voir les jointures tout à l'heure. On va pouvoir dire, bah, il faut faire telle jointure avec le mot join, en fait. Si on veut faire des filtres, on veut se dire, bah, on veut récupérer uniquement ceux qui ont plus de 18 ans, les utilisateurs qui ont plus de 18 ans. On va pouvoir faire avec un where. Si on veut faire des calculs, des agrégations, comme on a l'habitude de faire, donc calculer la moyenne d'âge par classe, par exemple, on va pouvoir le faire avec un groupe by. On va pouvoir filtrer les résultats des groupes by avec le mot-clé having. Si on veut faire ordonner, donc on va dire, je veux ordonner par ordre décroissant, je veux ordonner par ordre croissant, je veux ordonner les chaînes de caractères, peu importe comment je veux le faire. Je peux dire order by et on va l'utiliser pour ça. On n'a pas le mot-clé limite, mais limite va simplement dire, bah, moi, je veux afficher juste les 5 premières lignes. Donc, envoie-moi juste les 5 premières lignes. Tu vas pouvoir écrire ça avec limite. Donc, une requête SQL va ressembler à ça. Donc, select,
from, where, group by, having, order by, limits. Donc, les noms des colonnes, la table de départ, la table de la où on veut récupérer les données, la condition du filtre, ce par quoi on veut faire le grouping, la condition du fit du grouping, comment est-ce qu'on veut ordonner, on renvoie ici les 10 premiers résultats. Donc maintenant, on va avoir les filtres. Donc, pour filtrer, on a plusieurs façons de faire. On a déjà les comparaisons. Donc, les comparaisons pour égal, c'est simplement le égal basique là. Ça, c'est l'opérateur pour différent. Donc, si ça vous étonne, bah, c'est pas, on ne met pas le point d'interrogation égal un peu comme en Python ou dans les autres langages. Ici, bah, c'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, supérieur, inférieur, égal, tout le monde connaît ça. Les opérateurs de logique, donc AND, OR et NOT, si on veut aligner des conditions, si on veut gérer conditions ou égal n'est pas. Donc, ça, on sait très bien le faire. Les ensembles, donc si on veut se dire que bah, on veut tous les élèves qui sont dans la classe A, B, C par exemple, ça on sait le faire avec in comme ça, on va voir des exemples de requêtes tout à l'heure. Les patterns, donc les patterns pour commence par, finit par, contient par, on va utiliser généralement like. Donc on utilise ça pour les chaînes de caractères. Pour les intervalles, donc vous avez between x et y pour définir des plages de valeurs. La gestion des valeurs nulles. Donc, s'il y a certains endroits, la valeur n'est pas définie, donc on va dire on veut uniquement tous les élèves qui ont renseigné déjà leur âge, par exemple. Voilà. Donc, on a la capacité de le faire comme ça également. Donc, des exemples, on va prendre cette petite table-là. On a l'ID d'un produit, le nom du produit, la catégorie, le prix, le stock et la date d'ajout. Un peu comme ça. Donc, l'égalité, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça, c'est le TV film, produit, catégorie égale électronique. Si on veut ajouter, faire deux conditions, donc on fait N et au milieu, on ajoute les conditions ensemble. Le OR, c'est pareil. Le like, donc le like, on a trois versions de like. Le like comme ça veut dire que la chaîne de caractères non produit doit contenir portable. Donc, quand vous mettez le pourcentage au début et à la fin du mot, ça veut dire contient. Quand vous mettez le pourcentage à la fin, ça veut dire commence. Commence par. Quand vous mettez le pourcentage au début, ça veut dire finit par. Ensuite, le in, comme ça, très simple à utiliser également. Et le between, donc between 50 et 10. Généralement, ça va marcher avec les types int, les types float, donc tout ce qui est numérique. Et ça va marcher également avec les dates. Donc, tout ce qui est order by, group by et tout. Donc, on va voir déjà les groupes by. Je pense qu'on peut sauter cette slide-là. Donc, les groupes by, on va vouloir faire des agrégations. Donc, on va essayer de reprendre notre table qui est là. Et on va dire déjà avec order by qu'on veut trier toutes les commandes par montant décroissant. Donc, ici, on voit clairement qu'on n'est pas un montant décroissant là. Donc, pour le faire, c'est très simple. C'est let everything, commande, order by, montant. Et en fait, desk pour dire par montant décroissant. ASC pour dire par montant croissant. Si on veut limiter à avoir simplement le top 3, on va faire une limite là. Donc là, maintenant, si on veut regrouper, si on veut calculer le montant dépensé par chaque client, donc on va faire client ID, on va faire sum. Donc, à ce niveau-là, les différentes fonctions que vous pouvez avoir, ça peut être sum, ça peut être average pour moyenne, ça peut être count, ça peut être à peu près tout ce que vous voulez là. Et on va faire ici group by client ID, comme ça. Donc, très simple. Si on veut compter, par exemple, on a l'équivalent qui est là. Donc, c'est des exemples de requêtes. Donc, maintenant, il se fait qu'on a fini de grouper. Donc, on veut les clients qui ont dépensé, par exemple, au moins 500. Donc, au moins 500. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On ne va pas faire un where parce que si on fait un where généralement, donc si on finit de faire le groupe, on fait where et montant total supérieur à 500, ça nous renvoie une erreur, ce qui est logique. Si vous savez comment est-ce qu'une requête SQL est exécutée réellement au niveau d'un logiciel de base de données,
classique ou d'un data warehouse. Je pense que ça, c'est des notions qu'on va voir dans la séance prochaine, qui est un peu plus avancée. Donc, on va utiliser le mot having. Le mot having, simplement, on va l'utiliser comme ça. Donc, on va faire déjà notre agrégation, comme vous pouvez le voir là, simplement. Donc, client ID, sum, produit commandé, total produit, comme ça. On va faire le groupe by et on va dire, on va avoir having somme de produits commandés supérieur ou égal à 3. Voilà. Donc, le where, ce qu'il faut retenir, le where et le having fonctionnent différemment. Le where, lui, il va filtrer les lignes avant le regroupement, donc avant le groupe by. Donc, si vous mettez le where avant le groupe by, il va faire le filtre sur toute la table que vous êtes en train de scanner, la table sur laquelle vous êtes en train de travailler. Il va faire ce filtre-là, en fait, sur toute cette table-là, avant maintenant de faire le groupe by. Le groupe by, le having, lui, va faire le filtre après avoir fait le groupe by. Donc, ça à retenir, à comprendre également. C'est rien de compliqué. Les jointures. Donc, les jointures, on a besoin de jointures pour connecter des tables. Donc, parfois, j'ai une table où on ne va pas se mentir, on n'a pas toutes les informations. Donc, on parle de normalisation. Donc, première forme normale, deuxième forme normale, troisième forme normale. Ou les développeurs logiciels qui sont avec nous, ils connaissent très bien ça, je pense. Hein. Je pense bien. Donc, on a des données qui sont dans des tables différentes. Donc, vous avez par exemple l'historique de vos commandes qui sont dans une table, ou dans cette table-là, vous avez une clé, on va appeler une clé étrangère généralement, qui va garder votre identifiant, donc votre ID, en fait, sur le logiciel, la plateforme, tout ce qu'on veut. Et cet ID-là ne contient pas, par exemple, votre nom de famille. Donc, on ne sait pas comment vous appelez. Donc, si on veut retrouver votre nom de famille, votre pays et tout, on va vouloir faire peut-être ce qu'on va appeler une jointure. Et on va aller dans la table où on a défini vos noms, vos identifiants, votre prénom, votre nationalité. On va essayer de récupérer cette donnée-là. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de prendre une table A et on essaye de ramener des informations d'une table B dessus. On peut le faire avec pas seulement une seule table, avec plusieurs tables. On peut faire des jointures entre 20, 30, 40, 100 tables différentes. Donc, il faut savoir qu'on a plusieurs types de jointures. Vous l'aurez deviné, comme on voit sur l'image là. Donc, on a le inner join. Donc, le inner join, lui, il va faire la jointure entre les deux tables. Donc, table 1 et table 2. Et il va regarder uniquement ce que ces tables ont en commun. Le left join, il va prendre la table 1 et il va ramener uniquement ce que la table 2 a. Donc, même si quelque chose est dans la table 1 et n'est pas dans la table 2, il va le garder. Il va afficher des valeurs nulles, donc des valeurs vides partout où on est censé avoir des données de la table 2. Le right join, lui, va faire l'inverse. Bon, il va faire la même chose, sauf que on part plutôt de la table 2 et on ramène la table 1, c'est tout. Le follower join, lui, va prendre deux tables. Il va choisir l'élément où on doit faire la jointure là et il va rassembler le tout. Donc, partout où on aura la table 1, on n'aura pas la table 2, il va afficher des lignes vides. Partout où on aura la table 2, il n'y en a pas la table 1, il va afficher des lignes vides du côté de la table 1 également. Donc, lui, il va garder exactement toutes les deux, en fait. Donc, il va garder toutes les deux tables. Le cross-join, il va faire un produit cartésien. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a une table A, on a une table 1, on a une table B. Donc, il va créer une nouvelle requête. Mais le résultat de la requête, ça sera A1, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Donc, généralement, pour chacun des éléments de la table A, il va créer une ligne avec cet élément-là et tous les éléments de la table de la table 2. On va peut-être essayer un exemple tout à l'heure et voir ce à quoi ça ressemble. C'est rien de compliqué. Donc, des exemples concrets, on va prendre ces deux tables-là. Donc, on a la table des employés, la table des départements des employés. Donc, on veut, par exemple, faire un inner join. Donc, l'inner join, là, comme vous le remarquez, on va le faire en fonction de quoi? On va le faire comme ça. Donc, on va prendre employé. On va mettre un alias. On va faire inner join département D. On va faire I, département ID. Donc, département ID des deux.
Vous regardez ici, Department ID là et Department ID là. C'est les deux champs qu'ils ont en commun. Donc, on va essayer de faire cette inner join là. Donc, rapidement, là, on peut voir que on a 10, 20, 10, 30. On a nul. Donc, liner join, il va ramener, qu'est-ce qu'on essaie de joindre là? Il va ramener uniquement ce qu'on a dans les deux. Donc, par exemple, 50 là, on ne l'aura pas. 40, on ne l'aura pas. On aura 10, 20 et 30. 10, 20 et 30, comme ça. Donc, ça va, notre requête va ressembler à, le résultat de notre requête va ressembler à ça. Le left chain, lui, il va ramener tout ce qu'on a, il va garder tout ce qu'on a dans la table de départ là, et il va ramener ce qu'on a dans la table de gauche, simplement. Le right join, lui, va faire le contraire. La syntaxe est la même. Généralement, on utilise left join. Je vois très peu de fois où on utilise le right join dans des requêtes. Le full item join, comme j'ai montré, voilà, il va garder les nuls qu'on n'a pas dans la table de gauche, là. Il va garder les nuls qu'on n'a pas dans la table de droite, comme ça. Donc, les règles pour écrire du SQL. Donc, pour écrire du SQL, généralement, on a ce que vous allez voir, on utilise le select all. Donc, le select all, c'est le select étoile, là. On va pas se mentir, on le fait presque tous, mais ce n'est vraiment pas une bonne habitude. Ça gâche votre performance. Donc, généralement, il faut spécifier réellement qu'est-ce que vous voulez comme ressource. Donc, je veux la colonne A, je veux la colonne B, je veux la colonne C. Pour les paresseux, on se dit, bah, ça fait trop de cours, on discute trop et tout, mais c'est toujours important, surtout quand on vise la performance, surtout quand vous allez utiliser des solutions en entreprise où vous payez à la requête. Donc, prenez du BigQuery, par exemple. Plus vous scannez de colonnes, par exemple, plus vous payez donc, du BigQuery, du Snowflake. Si vos requêtes ne sont pas optimisées, votre facture va en partir également. Vous devez avoir des alias clairs, donc il faut nommer les colonnes, les tables et tout, les requêtes, donc les tempos, les var1, var2 dans votre code, sincèrement, il faut éviter. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit lisible pour que lorsque vous réouvrez votre code là, il y a dans 6 mois que vous puissiez le comprendre assez aisément. Donc, les filtrages, donc, pour les filtres, il faut pouvoir définir des filtres bien comme il faut, dans l'ordre qu'il faut. Et savoir utiliser les index. On verra les index peut-être dans la séance qui vient là. La gestion des valeurs nulles. Donc, il faut savoir que dans le monde réel, vous avez beaucoup de use cases où vous n'avez pas forcément toutes les données. Vous avez des données qui sont vides à certains endroits et tout, surtout lorsque vous allez faire beaucoup de jointures, des groupes by et consorts. Donc, il faut souvent tenir compte de ça et rester vigilant par rapport à ça. Donc, tester votre requête, le résultat de votre requête et tout. Donc, si vous devez exécuter un truc sur une table qui fait 1 téra de données, prenez un petit échantillon de la table et lancez votre requête dessus pour voir. Après, il faut pouvoir mettre des commentaires dans votre code. Il faut pouvoir essayer de bien formater votre code. Donc, quand on dit bien le formater, les mots-clés, vous devez les mettre en majuscules. Donc, il n'y a pas de select en minuscule. Après, tu as un where en majuscule. Tu as un code qui n'est pas du tout bien aligné. Moi, je ne vais pas vous mentir. Ça paraît banal quand on l'écrit soi-même et tout. Mais quand tu dois commencer par lire du code de quelqu'un d'autre, vous êtes tous d'accord avec moi que ce n'est pas toujours facile. Donc, ce pourquoi on demande ces petits trucs-là, c'est également pour que le code soit lisible, pour que quand on a un turnover dans l'entreprise ou dans la team et tout, ou quand vous n'êtes pas là, que quelqu'un puisse comprendre aisément le code que vous avez écrit. Un bon code est un code normalement facile à comprendre, facile à débugger également. Donc, qu'on ait un standard, que tout le monde sache que lorsque j'écris tel truc de telle façon, en fait, c'est de telle chose on est en train de parler, c'est tel truc qui veut se passer, en fait. Voilà. Donc, on a fini pour la présentation. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire assez vite, de faire assez simple. On va passer sur un petit lab là. Donc, il nous reste 1h15, 1h20, je pense. Donc, on va essayer de voir un peu.
et de tester un peu. Donc, on va faire une pause là. Jospin, je vais te repasser la main. On va prendre des questions, s'il y en a effectivement. Ouais. Et on va pouvoir commencer. Merci à toi pour la présentation, pour le PowerPoint. Juste des messages à passer avant de prendre Monsieur Calvin. Nous avons un formulaire que j'ai mis dans le chat pour vous aider. En fait, c'est pour que vous puissiez vous inscrire et pour que nous ayons vos mails, pour vous partager un peu les ressources durant les labs et tout. Donc, Monsieur Calvin, vous pouvez répondre et tout. Nous avons aussi, c'est la communauté Python Benix qui organise ces labs. Donc, si vous êtes intéressé pour entrer dans la communauté, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Nous sommes là. Et je précise que le replay de cette séance, elle sera bientôt disponible aussi pour que cela puisse vous aider. Il y a Monsieur Caliste qui souhaite avoir un coaching personnalisé. On va en discuter. Remplissez juste le formulaire et précisez que voilà, vous aimeriez bien avoir un coaching et on va discuter avec toute l'équipe pour voir de quelle mesure vous aider. Monsieur Calvin, c'est à vous. Merci. D'accord, merci à vous. J'ai aimé beaucoup la présentation, le support de cours. Et je voulais savoir avec quel outil vous avez réalisé le support. Avec Gamma. Ah, ok, je ne connaissais pas. Gamma, ok. Gamma, c'est l'IA ou bien c'est un outil spécifique? Non, c'est juste un outil, bon, une plateforme où tu peux définir, tu peux créer des PowerPoint assez facilement. Ok, ok, super. Maintenant, moi, j'ai aussi une question, je veux dire, pratique et technique. Ok. Il y a quelques années, il y a quelques années, je travaillais dans une entreprise et puis on avait des bases de données, des partenaires qui étaient, je veux dire, délocalisés. Donc, il fallait passer chez les partenaires là, pour récupérer les données. Mais on a décidé de mettre en place une base de données unique. Donc, ce qu'on fait, on allait faire du ETL, on allait récupérer les données, les, comment on va dire, comment on va dire, les classifier pour pouvoir les unir dans une base de données spécifique, enfin unique. Donc, au Ok. fur et à mesure du temps, la table a commencé par grossir. Et donc, les requêtes de select basiques prenaient plus de temps à s'afficher, à s'exécuter, en fait. Donc, moi, j'aimerais savoir comment on pouvait optimiser une pareille base de données. Ok, bah, il y a plusieurs moyens. Déjà, la méthode toute bête, que, bon, je pense que la majorité en fait, euh, c'est déjà d'agrandir la taille du serveur. Mais ce n'est pas, si vous voulez agrandir la taille du serveur, les capacités, donc la RAM, la mémoire, le CPU, et malgré ça, bah, vous n'allez pas avoir les performances, ou peut-être vous allez juste retarder un peu plus ce problème au fur et à mesure que vous avez des données. Donc, ça, c'est une première optimisation possible. Donc, ça, c'est du scaling au niveau de votre infra et tout. La deuxième façon de faire, c'est au niveau de la base de données elle-même. Donc, au niveau des requêtes plutôt que vous écrivez. Donc, il faut écrire des requêtes un peu plus optimisées. Donc, on aura une séance où on verra la façon dont s'exécute une base d'une requête SQL, en fait, en, lorsque vous lancez une requête SQL, comment est-ce que le moteur, où est-ce qu'il va chercher les données, quelle opération il fait en premier et tout. Donc, quand vous comprenez ça, vous savez un peu comment est-ce que vous devez écrire vos requêtes. Ce qui suit que vous pouvez faire également, c'est mettre des index. Donc, lorsque vous êtes sur du PostgreSQL ou du MySQL, vous avez des index, vous savez comment ça fonctionne. Vous arrivez également à créer ces index-là sur les champs qui sont les plus utilisés pour faire les filtres. Et dans votre requête, vous placez les filtres sur les index-là beaucoup plus haut dans la liste de vos filtres. Et normalement, vous avez un petit gain de performance qui vient également avec. Donc, vous évitez les select all, vous faites ce genre de petites manipulations-là. Ça peut aller. L'autre truc que vous pouvez faire, c'est du partitionnement, donc de découper
votre table là en petits morceaux. Si vous utilisez des solutions comme BigQuery ou Snowflake, des solutions data warehouse, ils vous offrent la possibilité de partitionner. Donc, partitionner, c'est pour dire, on va classer en fait les données là, on va les mettre par lot. On va les mettre par lot, par date. Donc, lorsque vous allez demander les données de 2025, par exemple, ça sera dans un lot précis. On ne va pas reparcourir toute la table. On va directement aller chercher. En fait, le logiciel comprend qu'il doit aller chercher directement les données de 2025. Donc, vous allez faire du partitionnement, ça c'est possible. Il y a parfois du clustering. Donc, il y a de petites techniques en fonction de comment on appelle, de comment et où vous stockez vos données là. Donc, il y a de petites techniques pour pouvoir aider le moteur de base de données à faire à aller chercher moins de données et tout, à aller scanner moins de données. Un concept que j'ai pas abordé, c'est tout ce qui est explain et explain plain. Donc, si on a la chance, on verra peut-être ce genre de technique-là. Donc, ça va vous permettre, au moment où vous exécutez une requête, de pouvoir voir la complexité de la requête, de pouvoir savoir le temps que la requête, les opérations que la requête font. Donc, généralement, ça vous donne un petit résumé là on va aller faire ci, on va aller faire ça. Donc, vous savez où est-ce que vous bloquez, vous savez où est-ce que vous perdez le plus de temps de compute. Donc, les techniques pour ça, sincèrement, ça ne manque pas. Il y en a plein. Il y en a plein en fonction de votre use case et tout. J'espère que j'ai pu répondre un peu à votre question. Oui, c'est bon, super. Merci beaucoup. OK. On a une autre main levée je ne vois pas, j'arrive un instant, je ne vois pas bien le nom, c'est Bédel. Bédel, oui, vous pouvez prendre la parole, je pense. Oui. Oui, bonsoir, Oui, monsieur. allez. Bonsoir. D'accord. Ce que moi, j'aimerais demander, surtout, en fait, le cas d'utilisation de SQL que moi, j'ai eu à faire, c'est avec des bases de données en local. Oui. Et pour le cas où la base de données serait en production, en fait, un peu, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un type de projet comme ça sur lequel vous pouvez nous mettre et on va essayer d'adapter notre compétence? C'est votre base de données en prod. Oui. Il y a plusieurs moyens. Bon, là, on rentre dans un autre débat, hein, mais bon, c'est pas grave. Les bases de données, généralement, quand vous les mettez en prod, vous n'êtes pas censé aller exécuter des requêtes dessus vous-même. Donc, vous n'êtes pas censé. On a des développeurs ici, back-end et consorts, ils vont me dire, mais vous n'êtes pas censé aller écrire du SQL tout le temps dessus, aller faire des requêtes vous-même tout le temps dessus, en fait. Donc, soit lorsque vous travaillez dans l'analytics, donc dans la data, il y a une équipe d'engineering qui va se charger d'aller récupérer en fait la donnée qui est en production là et de la ramener sur un autre réplica ou une autre base de données que vous allez utiliser. Ou soit simplement, c'est que dans la configuration, on a créé une base de données là, simplement, et on a fait ce qu'on a appelé un réplica. Donc, on a dupliqué la base de données, on a une architecture master node. Donc, ça, c'est possible. On a fait peut-être un node là, où on a dit ce nœud-là, ce clone de la base de données, en fait, il est uniquement pour les analystes. On leur donne les identifiants pour qu'ils aillent se connecter dessus avec leurs outils et faire leurs requêtes là-bas. Mais vous n'êtes pas censé, surtout quand c'est des requêtes analytics, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, les systèmes de base de données dans les logiciels ne sont pas designés forcément pour de l'analytics pure. Donc, ça peut marcher à une certaine échelle, mais à partir d'un certain volume, à partir d'une certaine complexité, ça va planter. Et le problème avec ça, c'est qu'on a des utilisateurs, comme vous et moi, qui sont sur un site web, qui sont sur un logiciel. On essaye de se connecter, on essaye de faire nos opérations, de faire nos achats. Et pendant ce temps, on a quelqu'un qui est venu bloquer la base de données parce qu'il a fait une requête sur 1 million de lignes quelque part. C'est pas intéressant. Nos utilisateurs sont là, le site plante, personne ne peut payer parce que Alfred, quelque part là-bas, est en train de lancer, on ne sait pas quel script sur la base de données de prod. Donc, généralement, la façon dont je vous l'explique, soit les équipes logicielles ont créé ce qu'on va appeler des clones tout bêtement
de la base de données, ils vous ont donné un clone pour faire vos requêtes, ils vous donnent les identifiants, ou soit vous avez une équipe qui va se charger de prendre les données de la production là et de pouvoir à chaque fois les déplacer à un autre endroit qui est totalement différent, qui n'est pas utilisé par les utilisateurs de l'appli et tout, et vous allez pouvoir venir faire vos requêtes dessus. Très simple. Donc, par rapport à ce que vous demandez, quand vous avez une base de données qui est en ligne, type PostgreSQL, MySQL, il y a ce qu'on appelle des clients, donc des clients SQL. Donc, les clients SQL sont des outils. Donc, on a plusieurs outils. Si vous avez VS Code, il y a des extensions sur VS Code qui vont vous permettre de vous connecter à des bases de données. Si vous utilisez du DataGrip, du PGAdmin pour vous connecter à du Postgre, tout ce que vous voulez. Donc, il y a plein de logiciels comme ça qui vont vous permettre d'avoir une interface graphique et qui vont vous permettre de renseigner des mots de passe, username, l'adresse de la base de données pour pouvoir en fait vous connecter à votre base de données et lancer vos requêtes dessus. Donc, j'espère que la réponse a été assez claire. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Oui, merci beaucoup pour la réponse. En fait, Okay. Ce que je demandais en plus, c'est que moi, je suis en formation en analyse de données. Donc, je cherche en fait à mettre en place un dashboard où directement je serai connecté à la base de données qui est en production pour qu'on puisse avoir les rapports journaliers en fait. Chaque jour, ça va s'actualiser automatiquement. Ok. Ok. En fait, c'est pour ça que je disais qu'on allait rentrer dans autre chose. Parce que vous n'êtes pas censé faire ça. Bon, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas censé, lorsque vous faites un dashboard, analytics et tout, parce que souvent, on commence avec un seul truc. Quand on dit un seul truc, là, c'est simple, on peut faire. On dit un seul truc, là, on va faire. Mais on sait déjà que quand tu fais une fois, pour tout ce qui suit, là, on vient te demander, et puis ça grossit. Donc, ce que j'ai dit, vous n'êtes pas censé aller taper sur la base de données de prod des gens, là, pour faire des requêtes, surtout quand vous avez des systèmes sensibles. Vous avez des systèmes où on doit gérer, par exemple, du paiement. Ah, c'est chaud, tu ne peux pas bloquer la base de données pour ça. Donc, pour ton use case, par exemple, si tes données vraiment sont très petites et que tu as ça sur une base de données, tu prends ce avec quoi tu veux faire ton dashboard, je ne sais pas c'est quoi. Si c'est du Power BI, si c'est du Tableau, si c'est du Google Looker, tu as les outils, ils te donnent les connecteurs où tu renseignes username, password et le host de ta base de données là, quel type de base de données tu veux utiliser et ils vont te permettre de te connecter sur ta base de données et de faire toutes tes opérations. Ça, c'est sans problème. Très simple, aucun. C'est très bien. Donc, ça, tu peux le faire. Maintenant, si tu veux des updates chaque jour et tout, tu vas peut-être devoir mettre peut-être un ou deux outils pour pouvoir déplacer la donnée, orchestrer tout ça. C'est des thématiques qu'on a prévu aborder également dans les prochaines séances qui vont venir, comment on peut mettre en place ce genre de petits trucs-là. D'accord, merci beaucoup à vous, c'est compris. Si tu ne veux pas te casser la tête, connecte ta base de données de prod à ton dashboard. Bon, on a tous fait, on va pas se mentir. On commence ça, c'est comme ça on fait. Comme ça on fait. Okay. On a d'autres interventions. Bon, en fonction du temps qui nous est imparti, on va passer à la pratique, c'est mieux. Je vais peut-être apporter quelques clarifications quand même. On ne touche pas à la base de données en prod. Généralement, dans les équipes, il y a toujours un lead, il y a une hiérarchie et tout. Et dès que vous avez besoin de quelque chose, je ne sais pas, voilà, des informations on vous donne ça. On vous donne on vous donne ça. Même pas. On vous donne même pas. On voit juste un truc. Avant que le lead tech ou le DevOps te donne accès à une base de données et tout, il va te poser énormément de questions. Hein. Vous n'avez pas. Énormément.
énormément. Il va Il n'y a ah, pas accès à ça. Il vous donne juste, comment dire, si c'est peut-être un endpoint, il vous envoie l'endpoint pour prendre les données, mais agir directement sur la prod, c'est pas possible. On ne fait pas ça. Et généralement, là, on utilise les outils de personnage et de gestion de projet GitHub, par exemple, où on vous crée une branche, on vous donne accès peut-être à une certaine partie de la base de données qui ne concerne que le métier ou ce que vous devez faire. Et vous finissez tout et vous faites une PR et tout, et lui récupère, il vérifie avant de mettre en production. là, Maintenant, oui, euh, vas-y. voilà, pour continuer, pour la mise en place de dashboard, en fait, c'est tout un processus. Normalement, vous devez écrire vos requêtes et tout, de sorte que, voilà, elle va chercher les informations, mais elle ne modifie rien. On ne modifie pas la base de données qui est en production. Jamais de la vie. Et ensuite, quelqu'un a demandé dans le chat pourquoi Python Lab. C'est la communauté Python Bénin, en fait, qui a des thématiques. Nous avons plusieurs thématiques et parmi elles, il y a le PySwell Data Lab qui propose de travailler, de faire des labs sur des métiers donnés. Donc, il y a eu des sections sur comment créer, comment gérer, par exemple, une base de données PostgreSQL. Il y a eu des sections sur comment faire le système design, le développement web, ainsi de suite. Donc, ne pensez pas que c'est Python, en fait. C'est SQL, la thématique aujourd'hui. C'est SQL, donc on n'aura pas à écrire de code Python, on aura juste à faire des requêtes SQL, parce que SQL, même comme Abraham l'a dit, c'est un langage, en fait. Voilà. Ok, donc je disais pour la petite anecdote, quand moi j'ai commencé, que j'ai demandé accès à la base de données, c'est même pas du SQL, c'est du Mongo. On m'a posé plein de questions, qu'est-ce que tu veux faire avec et tout, euh, plein de trucs différents. Ça a été difficile, hein. Je ne vais pas dire que ça a été difficile, mais j'ai trouvé ça un peu chiant. Au début, je n'avais pas compris, mais aujourd'hui, je pense, je comprends beaucoup mieux pourquoi toutes ces mesures de sécurité-là, surtout que ça bossait sur des transactions, donc il s'agit de l'argent des gens et tout. Donc après, on va te donner des accès en lecture seule. D'abord, même quand tu viens quelque part, si on te veut te donner des accès, il faut exiger que ce soit en lecture seule, pour ton propre bien, pour ton propre bien. Ne demande jamais de type d'accès, donc en lecture seule. Et après, bah, il y avait des jours, le lead tech venait, il me demandait, bah, ah, boss, qu'est-ce que tu es en train de faire? La base de données est en train de pleurer là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, sachez que c'est important quand même. Euh, aujourd'hui, on va faire un petit lab. Le lab d'aujourd'hui, je pense il sera assez intéressant, assez chouette. Donc, on va revenir à l'école primaire. Donc, on a une base de données là. Je vais repartager mon écran en entier pour qu'on puisse avoir. Donc, on a une base de données en fait. La base de données, elle est très simple. C'est une base de données où on a des informations sur des étudiants ou une école. Donc, on a dans notre base de données, on a dans notre base de données là, des informations sur des étudiants. Je revois. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Non. On va voir ça ici ensemble. Ok, un instant. Ok, on va voir ça. Donc, on a des tables. Donc, on a plusieurs tables. On a les tables pays, ville, école,
les années scolaires, les niveaux, donc les CP, CI, terminale, seconde, sixième, les différentes matières, les enseignants qui ont été dans l'école, qui ont donné cours, les différentes classes, euh, les affectations d'enseignants, donc tel enseignant fait telle matière à telle classe, telle année. Les élèves, donc la liste des élèves, les inscriptions, les évaluations, donc devoirs, composition, examen, notes, absence, bulletin et tout. Donc, on a un peu de ça. On a j'ai partagé le lien du repo là dans le chat, donc vous pouvez aller regarder, lire un peu. Donc, on a également pour chacune des tables une petite description là de ce que c'est et tout, les différents champs que vous avez dans les tables et tout. Donc, pour commencer, on va se connecter à notre base de données. Je vais partager, bon, c'est pas une bonne pratique, hein, c'est pas du tout une bonne pratique. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, moi, j'ai mis mon projet sur Supabase là. Donc, j'utilise ici, avant qu'on me demande, je sais que ça intéresse trop les gens, même si je sais pas pourquoi. J'utilise DataGrip pour pouvoir faire mes scripts et tout. Donc, comme vous le voyez sur DataGrip, là, vous pouvez choisir la source de votre base de données. Donc, il y a à peu près tout là. Vous pouvez même créer vous-même votre propre driver, comme vous voulez. Donc, ici, on va sélectionner Postgre parce qu'aujourd'hui, on va travailler avec une base de données Postgre. Vous allez mettre le nom, vous allez mettre le host, le username, le password et vous allez pouvoir lancer la connexion à votre base de données. Donc, si vous utilisez VS Code, il y a également une extension pour ça. Moi, j'ai une extension pour PostgreSQL là, ici. Donc, je peux ajouter également ma connexion là si je veux. On va pas le faire comme ça. Donc, je vais vous envoyer rapidement là, je vais vous envoyer les credentials. Je ne vais pas les montrer dans le live, je vais vous envoyer dans le chat pour ceux qui veulent se connecter. Et je vais expliquer un peu les petits challenges qu'on va essayer de relever aujourd'hui. Pour ceux qui veulent se connecter, voilà. J'ai envoyé les identifiants dans le chat là. Donc, sans plus tarder, nous, on va y aller. On va y aller. Ah, finalement, je les ai montrés. On va y aller. Vous allez retrouver ici dans l'onglet SQL là, on va retrouver Challenge. Donc, dans Challenge, on a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, niveau 1, ça fait facile, mid et avancé. Donc, on va se dire le premier challenge qui est dans le niveau 1 ici. Donc, on veut afficher simplement tous les pays disponibles dans la base de données avec leur nom, leur code ISO et leur continent. Donc, ça, c'est le niveau 1. Donc, on va prendre le premier exercice du niveau 1. On va prendre le deuxième exercice de niveau 2. Donc, ici, on va dire qu'on veut, pour chaque niveau, donc on va afficher le nom du niveau. On va afficher le nombre total de classes créées sur toutes les années et on va trier ça par ordre décroissant. On aura possiblement besoin de faire une jointure. Et pour le 3, on va prendre le troisième. Donc, on va dire, ça, on ne pourra pas le faire aujourd'hui. On peut le faire, mais on n'a pas vu les notions pour. Est-ce qu'on a un truc assez simple? On va rester sur 1 et 2. Donc, on va dire que pour le 2, on va faire 2 et 3 également. On va faire exercice 2, exercice 3. Donc, on dit les 5 là. Donc, pour ceux qui nous suivent et qui ont les identifiants en commentaire là, essayez de vous connecter à la base de données. Normalement, vous ne devez pas avoir de problème. Essayez d'aller sur le repo et essayez de résoudre un exercice. Si on a le temps, une ou deux personnes vont peut-être essayer de nous montrer les réponses aux exercices en question. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va exécuter des requêtes sur la base de données en question. On va essayer de les expliquer. C'est des trucs qu'on avait déjà prévus. On va essayer de les expliquer. Donc, on va créer ici une console. Viens ici, là, query console.
Alors, j'espère que mon écran n'est pas trop petit. Pour ceux qui n'aiment pas le light mode, je ne peux rien pour vous, hein. Donc, on en parlait tout à l'heure, mais on n'avait jamais exécuté. On va voir déjà la liste de nos tables. Donc, on a nos tables qui sont ici. On a nos tables qui sont ici. Donc, vous les voyez, table, pays, liste et tout. Donc, je vais exécuter cette requête-là. Voilà. Ça met un peu de temps, c'est normal. Il y a le réseau et tout. OK, donc on voit que on a dans la table pays, on a les colonnes ID, nom, code ISO, continent, created at, comme ça. Oui, si je veux, ce qu'on recommande, c'est de préciser uniquement ce qu'on veut. Donc, de préciser uniquement les colonnes qu'on veut, donc nom, code ISO, continent. Vous pouvez l'écrire comme ça. Moi, personnellement, la façon dont je préfère l'écrire, c'est comme ça. Ça prend plus d'espace, mais ça paraît plus lisible, en tout cas pour moi. Comme vous le voyez, je le rappelle, les mots-clés en majuscule tout le temps. Donc, on a la table, on a le résultat de notre requête là. Si on veut donner des alias, parfois on a besoin de renommer. Donc, on a besoin de renommer des colonnes comme ça. Donc, non, là, par exemple, on veut appeler ça pays, code ISO, on veut appeler ça code ISO comme ça. Généralement, éviter les espaces. Éviter les espaces. On va mettre ISO code comme ça. On va mettre un instant, une erreur. Voilà. Pareil, on peut continuer. On peut faire des calculs également dans les selects. Donc, on peut faire date de fin ou date de début. Donc, vous pouvez faire des calculs, vous pouvez faire des plus, vous pouvez faire de petites opérations. Vous pouvez concaténer des chaînes de caractères, donc, comme on le voit sur la requête qui est ici, avec la barre de grimpage. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Comme ça. Voilà. Ou vous pouvez le faire avec la fonction concat, ce qui est, je pense, plus lisible et plus simple. Le résultat est le même. Donc, on va parler du mot-clé distinct. Donc, on veut ici, par exemple, enlever des doublons. Donc, je veux la liste de pays ou la liste de nationalités différentes dans la table des élèves, par exemple. Donc, je prends là, donc je vais dans la table élèves, je prends nationalité. Si je fais select nationalité simplement, je vais enlever, on va exécuter et on va voir. Vous allez voir qu'à certains endroits, on se répète. Vous allez voir béninoise plusieurs fois, alors que moi, je veux la liste distincte. Donc, je vais faire un select et je vais mettre distinct. Je vais mettre le mot-clé. Où est-ce que j'étais? Je vais mettre le mot-clé distinct devant nationalité. Et là, j'aurai vraiment la liste de nationalités, donc béninoise, française, sénégalaise. OK, donc les alias sur les tables. Donc, ça, vous l'avez peut-être vu dans le slide, on ne les a pas expliqués. Donc, on veut récupérer une table. Donc, vous avez une table qui s'appelle élève. Parfois, la table a un nom encore plus grand. Hein. Parfois, la table s'appelle la liste des élèves qui sont allés faire le 25 ans. Une table qui a peut-être un très long nom. Donc, parfois, on a besoin des alias. Donc, vous allez remarquer dans le from, on va mettre un petit espace et on va mettre un alias. Donc, l'alias ici, c'est E. Donc, si vous tapez E.nom, E.prénom, E.genre, c'est censé veut dire élève.prénom, élève.genre, élève.nom, tout simplement. Donc, pourquoi c'est utile aussi? Parce que vous allez faire des jointures parfois. Et parfois, vous avez des tables qui ont des noms de colonnes qui se partagent. Donc, vous avez une table qui a un nom ID,
vous avez une autre table qui a ID aussi. Mais les deux, vous n'utilisez pas ces deux ID-là pour faire les jointures. Donc, lorsque vous mettez ID dans votre select, il se demande, bien, en fait, quel ID tu es en train d'essayer d'afficher, en fait. Nous, on ne sait pas. Donc, il faut nous dire quel ID tu veux afficher. Donc, dis-nous l'ID de quelle table. Donc, généralement, on va utiliser les alias pour ça. On n'en a pas parlé. Oui, on a des valeurs littérales. Donc, on a des valeurs littérales. Je vais vous montrer. Current. Donc, current time. Current time, comme ça. Current time. Current time stamp. On va exécuter ça. Je vais expliquer ce que c'est tout à l'heure. Il est possible que ça nous renvoie une erreur, je pense. On va voir. OK. Donc, on a des variables qui sont, on va dire, définies dans notre base de données. Donc, vous avez current date qui va vous donner la date d'aujourd'hui, comme ça. Vous avez current time qui va vous donner la date, le temps aujourd'hui. Et vous avez current timestamp qui va vous afficher la date, le temps, la milliseconde, tout ce que vous voulez, comme ce qu'on voit ici. Je ne sais pas si ici, là, c'est assez grand pour que tout le monde voit. Bon, personne ne dit rien depuis. Hein. Personne ne dit rien depuis. On va commencer, on va continuer. Pour moi, c'est visible. Bon, enfin, je pense parce que j'ai légèrement un problème d'œil aujourd'hui, donc, mais c'est quand même assez visible, je pense. OK, il n'y a pas de souci. Si on a quelconque problème, utilisez les thumbs up et puis faites-nous signe pour qu'on puisse vous aider au mieux. Merci. Donc, on va voir maintenant les filtres. Donc, comment est-ce qu'on écrit des filtres de façon réelle sur une base de données? On peut supprimer ça là, c'est pas intéressant. Donc, pour le filtre le plus basique, c'est le where avec le égal. Donc, on veut les élèves qui sont uniquement des femmes. Donc, on veut les 10 premiers, 10 élèves, on veut les 10 premiers résultats. On a le sexe féminin. Donc, vous le voyez, nom, prénom, sexe, ici. Donc, si on veut faire, ça c'est l'égalité. Donc, l'égalité, vous pouvez le faire sur des types numériques, vous pouvez le faire sur des types string et tout. Donc, des chaînes de caractères. Donc, ici, on veut faire une comparaison. Donc, la capacité des élèves, des écoles qui ont la capacité maximale d'au moins 500 élèves, donc supérieur à 500 élèves, strictement supérieur. Donc, vous les voyez là, les différentes écoles qu'on a. Les élèves qui ont des notes inférieures à 5. Je ne sais pas pourquoi ils ont des notes inférieures à 5. Hein. Inférieures à 5. OK. Donc, si on va mettre des conditions ensemble, donc les élèves garçons, de sexe masculin, de nationalité béninoise, comme ça. Donc, vous voyez comment écrire la requête. Where, genre égale M, N, nationalité égale béninoise. Donc, on a Renaud. Ça va dire Renaud Vincent, c'est béninois. Hein. En tout cas, les Adjovi, pour l'instant, ne se retrouvent pas ici. Donc, OK. Donc, vous voulez mettre un true, un false, un or. Il y a, vous pouvez le faire comme ça également. Donc, vous avez, OK, on avait parlé de like. Donc, comme je l'avais dit, quand le pourcentage, vous mettez like, vous mettez votre chaîne de caractères, vous mettez le pourcentage à la fin, ça veut dire commence par D. Donc, le nom des élèves qui commence par D. Donc, quand on va lancer, on va voir que au niveau du nom là, Dumas, Delano, Diaz, Delmas, Didier, Diallo, tout ce que vous voulez, commence par D. Les écoles qui contiennent Saint dans leur truc, dans leur nom, Saint-Augustin, Saint, tout ce que vous voulez, Saint-Abraham, OK, donc Saint-Louis, on n'en a que 2, comme ça.
les matières dont le code fait exactement 2 lettres. Vous regardez comme ça. Voilà. Si on met 3, je ne sais pas si on aura un résultat. Voilà. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Ça veut simplement dire, je n'en avais pas parlé, ça veut simplement dire la chaîne de caractères là a exactement 3 lettres ou exactement 4 lettres, si on veut. 4 lettres, je ne pense pas qu'on en ait. On va regarder quand même. Voilà, maths, info, éveil scientifique, comme vous voulez. Le IN, donc nationalité IN, béninoise, sénégalaise, comme ça. Très simple également. Oui, in encore, not in. Donc, vous pouvez mettre not in pour dire que ce n'est pas dans cette liste spécifique que vous avez définie, comme ça. Ce n'est pas dans cette liste-là. OK, donc, les nuls, voilà. Donc, on va prendre la table observation. Donc, on va prendre la table note plutôt. Dans la table note, je vais vous montrer le schéma de la table note sur le côté A. On va dans note, on va dans colonne. Vous allez voir qu'on a note, observation, date de saisie, created at, ID, evaluation ID, elève ID. Donc, parfois, il se fait que simplement, on a des notes qui ont été renseignées, mais on n'a pas mis d'observation dessus. Donc, si on veut uniquement les notes où on n'a pas des observations dessus, on va faire where observation is nul, comme ça. Donc, on va lancer. Allez voir, là, on a des observations qui ne sont pas là. Donc, si on veut là où on a des observations, on fait is not nul, tout simplement. Voilà, donc on a des observations là maintenant. Donc, c'est des trucs de base qu'on est censé savoir faire. On va faire des jointures maintenant. On a déjà fait des tris, des agrégats. On va faire des agrégats. Est-ce qu'on a des trucs intéressants dans les agrégats? On va passer au groupe by. Je pense que le temps est en train de se chauffer un peu là. C'est le groupe by. Donc, on va écrire des groupes by assez simples. Hein. On va déjà compter le nombre d'élèves qu'on a par genre. Donc, on va prendre genre et on va faire count étoile. Count étoile, ça veut dire compte exactement la totalité du nombre de lignes. On compte la totalité du nombre de lignes. Voilà. Comme nombre d'élèves pour chaque champ. Donc, on doit avoir M, on doit avoir F. Si tous les gens sont renseignés. Si tous les gens ne sont pas renseignés, on aura des valeurs nulles ou des trucs un peu bizarres comme ça. Donc, comme on le voit, on a 2751 garçons, 2798 filles. Donc, les femmes dominent toujours. Le nombre d'élèves par nationalité. Donc, c'est la même requête, hein, on ne va pas se mentir. C'est exactement la même requête, rien de compliqué. Donc, parfois, on veut faire de group by avec des trucs différents. Donc, ici, on veut la moyenne des notes par type d'évaluation totale. Donc, on va grouper par type d'évaluation. Ça, on va faire une jointure. On va revenir sur les jointures. On va regarder les exemples de jointure tout à l'heure. Bon. On va faire ça. Donc, je regarde. OK, voilà. C'était pas encore actualisé. Donc, les interrogations, les compositions, les devoirs. Donc, on a count ici pour définir le nombre de notes. Average. Average, c'est simplement pour faire la moyenne des notes. Le round qu'on met devant, c'est une fonction qui va nous permettre simplement d'arrondir. Donc, arrondir, deuxième chiffre après la virgule. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on a le minimum des notes, le maximum des notes. Donc, min, max, average, count. Donc, quand vous faites du group by, c'est les notes basiques, c'est les fonctions basiques, ça. On a vu le résultat. Ce que je cherche même, voilà, c'est ce que c'est ici. Donc, ici, on veut le nombre de classes par niveau scolaire. Donc,
Voilà. Donc, pour chacun des niveaux, donc CP, CE1, CE2, tout ce qu'on veut là, on a le cycle qui est associé. Donc, si c'est du primaire, si c'est du collège, si c'est du lycée. Et on veut calculer le nombre de classes. Donc, vous allez voir que dans le groupe BAI maintenant, on a 3 trucs différents. On a niveau ID, niveau non, niveau cycle. Et on veut ordonner tout ça comme ça. Donc, ça, simplement, c'est tout à fait possible. Donc, c'est le truc que je voulais montrer le plus ici. Je pense pas qu'il y ait... Ah oui, having. Donc, having comme ça. Donc, having, vous devez utiliser comme ça. Donc, vous allez mettre votre from, vos joins, si vous voulez les mettre, votre group by. Et le having, vous le mettez après le group by. Having est après le group by. Si vous devez mettre un where, le where sera après le from. Donc, gardez ça en tête. On va écrire matière dans la moyenne, la note moyenne est inférieure à 10. OK, on n'a pas de résultat. On va dire 20. On va dire fin pour avoir quelques petites notes. On les épique pas naturelles dans le vide. Donc maintenant, on va voir les jointures. On va voir les jointures rapidement. Puis, on va s'arrêter là et essayer de répondre à nos questions. Il sera les 30. On va essayer de répondre à nos questions. Donc, pour la jointure, donc déjà dans la table notes, on va reprendre la table notes là. Vous voyez, on a ID, Evaluation ID, Élève ID, mais on n'a pas le nom. Donc, nous, on veut récupérer par exemple le nom de l'élève. Le nom de l'élève est dans la table élève. Donc, on va dans élève là, comme ça. Vous allez voir que dans les colonnes, on a le nom, le prénom, la date de naissance. On a plein d'informations sur l'élève en question. Donc, on va prendre la table notes là. Donc, et on va faire un inner join. Inner join, donc qu'est-ce que le inner join va impliquer? Ça veut dire que si un élève n'a pas de notes dans la table notes, on ne va pas l'afficher. C'est simplement ce que ça veut dire. Donc, lorsque je fais mon inner join là, je fais inner join élève E. Je mets on. Moi, j'aime bien mettre ça en bas comme ça. On élève comme ça, ID est égal à n.élève ID. Ce qu'il faut comprendre quand vous faites des jointures, c'est que les jointures, vous devez forcément les faire sur un champ. Donc, le on là, il va définir le champ où on doit faire l'égalité. Vous allez voir que dans la table note là, dans la table note, j'ai élève ID. Mais je viens dans la table élève, je n'ai pas élève ID, j'ai élève. Dans le schéma relationnel, je vais vous montrer. Est-ce qu'on va se retrouver ici? J'aurais dû mettre ça ailleurs pour que ce soit plus simple. On va essayer de retrouver élève ID là et de retrouver note. Voilà, on a note qui est là, comme ça. On a note. OK, on a élève ID. Laissez-moi ramener la table des élèves au bon endroit, histoire qu'on puisse tous voir ça ensemble. Voilà, comme ça. OK. Donc, normalement, dans le schéma, ça ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. Dans le schéma, vous devez avoir une relation comme ça. Il va vous montrer élève ID là. Il correspond à quoi dans la table élève? Donc, élève ID doit correspondre normalement
Voilà, donc déjà, j'ai l'impression que c'est vraiment pas. Voilà. Donc, l'élève ID, là, dans la table, là, lui, il doit correspondre au champ ID. Voilà. Donc, élève ID, là, qui est ici, lui, il doit correspondre à ID ici, simplement. Donc, c'est ce champ-là que nous, on va utiliser pour faire notre jointure. Ce que vous voyez ici, là, c'est spécifique à Data Gripping. C'est un truc qui m'aide pour t'aider un peu. Donc, à savoir quel type de relation. Ici, on voit que on a une ou plusieurs notes pour un seul élève. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'on est en train de lire là. Donc, ça, c'est Data Grip qui nous donne ça, qui nous permet de faire ça. Donc, on a notre résultat de notre requête, le nom de l'élève, le prénom de l'élève, la note et la date de saisie de la note. Simplement. Donc, pareil, vous pouvez faire des jointures entre plusieurs tables. Donc, ici, élève, évaluation et matière. Donc, on va pouvoir mettre tout ça ensemble. On va exécuter notre requête. Donc, on a le nom de l'élève, la matière, le type d'évaluation qu'il a fait. Est-ce que c'est une composition, c'est une interrogation, le trimestre où il a fait cette évaluation-là, la note et l'observation que le professeur a mise dessus. Donc, si on doit faire des filtres, comment est-ce qu'on les fait? On les fait comme ça. Donc, on fait nos jointures comme d'habitude là. On veut filtrer sur uniquement les notes de mathématiques. Du premier trimestre. Donc, vous appliquez tout ce que vous avez appris sur les filtres là, comme ça, tout simplement. Et ça va. Donc, jusqu'à présent, on faisait donc les left join. Je vais vous montrer. Dans les left join, vous avez la possibilité d'avoir les nuls et tout. On a expliqué un peu tout ce que c'était, hein. Les left join et tout, les agrégations après les joins, tout ce que vous voulez. Donc, je pense que on peut s'arrêter là. On va ouvrir une autre console et on va essayer de prendre un des exercices là qui est sur le repo. On va essayer d'y répondre ensemble. Au moins l'exercice le plus simple, le plus basique. On va essayer de le faire. Ça ne devrait pas être compliqué. Je pense qu'on l'a même déjà, je pense qu'on l'a même déjà fait. Je pense qu'on l'a même déjà fait. Je pense qu'on l'a déjà fait. Donc, soit je le fais pour vous, ou bien si quelqu'un est chaud, appelez-moi. Si quelqu'un est chaud, bah, il peut prendre la parole et peut-être, Jospin va lui permettre de partager son écran, il va peut-être nous expliquer un peu ce qu'il a fait comme requête et tout. Jospin, donne-moi 5 minutes, s'il te plaît. OK. Sinon, on est déjà à 11h29 et tout. Déjà, j'espère que ça vous a été utile et que vous avez compris. Si c'est le cas, voilà, veuillez bien nous faire signe et tout pour qu'on puisse savoir. Comme je l'ai dit, le replay sera disponible. Les ressources aussi seront à votre disposition. Ok, je suis de retour. Super, nous sommes là aussi. Donc, on nous a posé un exercice très simple. On nous a demandé, on va refaire le flow ensemble parce que avant là, j'écrivais les requêtes, j'exécutais, je vous montrais. Donc, on va refaire le flow. On va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'il faut faire quand
on vous pose une question. Donc déjà, on nous a dit que on veut explorer la table pays. Donc nous, on va aller dans la table pays là. Elle est où? Elle est ici. On va regarder la table pays. On va nous dire qu'on veut afficher tous les pays disponibles dans la base de données avec leur nom, leur code ISO et leur continent. Donc, on va venir voir déjà les noms des colonnes qu'on a. Donc, les noms des colonnes sont assez explicites pour l'instant. Donc, on va afficher nos trucs. On va déjà faire comme ça. Donc, on va faire select. Moi, d'habitude, j'écris d'abord l'origine de la table. Donc, la table qui est là, c'est pays. Donc, pays comme ça. Et je vais sélectionner les colonnes. Donc, les colonnes qu'on m'a demandé de ramener, c'est le nom. Donc, je fais nom, comme ça. Donc, je vais mettre un alias, comme ça. Le code ISO. Donc, il me propose un ML. Code ISO. Donc, ça, c'est, voilà. As, ISO code, comme ça. Et il nous demande maintenant le continent. Donc, son continent. As continent. Comme ça. Donc là, j'ai répondu à ma requête. On ne m'a pas demandé d'ordonner ou de faire quoi que ce soit. Donc, je peux exécuter. Normalement, j'aurai le résultat attendu. Voilà. Donc, ça, c'était l'exercice 1. On va prendre un exercice un peu plus chaud. Ça, c'était l'échauffement. On va prendre l'exercice un peu plus chaud. Donc, on va nous demander quelles années scolaires sont marquées comme actives ou non actives. Donc, on va avoir besoin de faire un fil pour ça. Donc, la table qu'on va utiliser, c'est la table année scolaire. Donc, on repart. Déjà, on va aller dans l'année scolaire, là. On va aller dans colonne. On va voir le nombre de les colonnes qu'on a. Généralement, on voit, si vous prenez attention là, on voit rapidement le type devant. Est-ce que c'est un integer? Est-ce que c'est un varchar et tout? On va essayer d'afficher déjà la table, donc de faire une exploration. On va regarder, on voit les ID, on voit les libellés, les dates de début, les dates de fin. Donc, pour savoir si c'est actif, c'est ici qu'on regarde. Donc ça, quand on le voit, on voit que ça, c'est un booléen. Donc, c'est un true ou false. Ça, c'est la date de création dans la base de données. Donc, on va reprendre encore. On va revenir et on va faire select. Et on va mettre from instant. Année scolaire, comme ça. Et on va récupérer, on nous a demandé quoi? Là, donc, on va récupérer dans l'année scolaire, on va mettre, quelle année scolaire on va récupérer? Donc, on va mettre libellé. Le libellé ressemblait à quoi? Voilà, donc 2019-2020. Donc, on va mettre libellé as school years, school year, comme ça. On va mettre date de début as start date, date de fin as end date, et on va ajouter is active as active, comme ça. Et c'est is active, non, c'est est actif. Est actif, comme ça. Donc, on va lancer. On va lancer. Et on aura notre tag qui est là. Donc, maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est un filtre. Donc, on va faire un where. On va faire un where comme ça. Et on va mettre est active égale à true. Pour dire que est active égale à true. Donc, là où on aura la valeur, on aura la valeur true. Là où on aura la valeur true, là, on va pouvoir l'afficher.
Ok, désolé, hein. Donc, on va pouvoir voir le résultat là, simplement. Une autre façon de l'écrire, c'est de faire comme ça, vu que c'est des booléens. Donc, on va pouvoir lancer directement là. Et vous voyez, on a exactement le même résultat. Donc, quand c'est des booléens, vous n'avez pas forcément besoin de mettre égal à true. Petite astuce d'aujourd'hui là. Euh, on va prendre un dernier exercice, simplement, niveau médium. Et on va essayer de l'afficher. On va avoir le taux de réussite. Donnez-moi un instant. On fait ce dernier exercice et vous pourrez poser votre question. Donc, on va afficher le taux de réussite par type d'évaluation. Donc, on nous dit que pour chaque type d'évaluation, on doit afficher le nombre de notes qu'on a eu. Donc, le nombre de notes supérieur à 10. Le taux de réussite en pourcentage arrondi à une décimale. Donc là, ça se corse un peu. Donc, les tables qu'on va utiliser déjà, c'est notes et c'est évaluation. Donc, on va aller prendre la table notes. Donc, on va regarder notes là déjà. Notes comme ça. On dit que pour chaque type d'évaluation, dans notes, on a l'évaluation ID, on a l'élève ID. Donc, on va venir, on va faire select, on va faire from notes comme ça. Et on va donner un alias, on va mettre on n comme ça. Et on va faire un left join. Je pense qu'il faut qu'on fasse un left join simplement. Et on va voir après si on a des valeurs nulles. Donc, on va faire un left join où on va mettre évaluation. Et on va mettre évaluation là comme E et on va faire on n point évaluation ID égale à E point ID parce qu'on sait que ce sont les colonnes communes, les colonnes où on a la clé primaire et la clé étrangère. Donc, ce qu'on nous demande de faire, c'est de faire un groupe by par type d'évaluation. Donc, on va grouper par évaluation type. Donc, on va faire un groupe by. Déjà, si on fait un select everything, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça sera sûrement un peu lent. Si on fait un select comme ça. Voilà, donc vous avez n.id ici, évaluation ID, type, patata. On a les informations de l'autre table comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on nous demande maintenant le nombre total de notes par évaluation ID. Donc, on doit forcément grouper. Donc, on va faire un groupe. On fait un groupe by type d'évaluation. Donc, on va aller dans l'évaluation. On va regarder à quoi ressemblent les types d'évaluation. On a deux possibilités. Donc, on a évaluation, type évaluation là. Donc, I, voilà. I point type évaluation comme ça. Et on nous demande, en fonction du type d'évaluation, on va afficher le nombre total de notes. Donc, on va afficher le nombre total de notes. Donc, on va mettre I point type évaluation as evaluation type comme ça. On va mettre le nombre total de notes. Donc, on va compter le nombre de n comme ça. Puis, on va mettre le nombre total de notes supérieur à 10. Donc, j'en ai pas parlé. On va le mettre. Ça, on va le voir plus tard. Donc, on va faire un count comme ça. Et on va mettre un case when. Un case when, c'est simplement un if else. C'est simplement un if else. As simplement je vais mettre ça comme ça. Notes. As, voilà. Donc, on a demandé un note supérieur à 10. Notes greater than
comme ça. On nous a demandé le taux de réussite. Donc, pour faire le taux de réussite, simplement, c'est que pour le taux de réussite, il faut avoir au moins 10. Donc, on doit diviser dans chaque matière, là, le nombre total de gens qui ont eu au moins 10. Donc, ce qu'on vient de calculer en haut, là, on doit diviser ça maintenant par le nombre total de notes qu'on a reçues dans la matière. Donc, pour ce faire, on va ouvrir une petite parenthèse. Vous verrez pourquoi après. Donc, on va prendre ça là, comme ça. On va prendre count de nombre de notes là, donc NID comme ça. Et on va faire diviser par ceci. Donc, on a pourcentage de réussite, donc success rate. On va exécuter ça d'abord. La requête n'est pas encore terminée. On va l'exécuter. Est-ce que j'ai lancé? On va l'exécuter et après, voilà. On va l'exécuter, après on va voir. Donc on a du 1, 1, 1, 1 partout. C'est pas normal. Normalement, on n'est pas censé avoir des 1 et 1 partout. On va regarder ça. Donc on nous a dit qu'on doit arrondir ça en pourcentage. Donc on doit le mettre en pourcentage. Le taux de réussite là, il doit être en pourcentage. Donc ici on a 1, 2, 1, 1, 1, donc 100%. Supposons qu'on va changer un peu, on va dire que la moyenne, c'est 12. Donc, déjà, pour le mettre en pourcentage, c'est simple. On va faire un 100 fois, comme ça. Donc, formule classique du pourcentage. Puis, ce qu'on va faire, on nous a demandé d'arrondir. On va regarder d'abord si c'est arrondi ou pas. De base, ce n'est pas arrondi. On va voir si notre filtre a marché. Notre success rate, là, je ne l'ai pas bien. OK. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être un souci avec ce champ-là. Ou est-ce que moi-même j'ai mal écrit la requête? On verra bien. Je vois un 238. Pourquoi ça fait 238? Et il me dit que c'est égal à 238. Ah oui, on faisait l'inverse. Oh là 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 là. Et personne n'a pu me le dire depuis. On faisait l'inverse. On fait 100. Voilà, comme ça. Divisé par le nombre total de notes. Donc, on va regarder. C'est toujours pas bon. Quand is when note supérieure égale à 12, then, OK. C'est pas grave. Maintenant, on doit afficher ça. Il y a un problème de logique. On ne va pas perdre du temps dessus. On va faire un round. Le round qu'on va faire, là, on a arrondi à une décimale. Donc, on va mettre un round devant. Et on va mettre ici, on va mettre une décimale après la virgule, comme ça. Donc, count de note supérieure égale à 12, donne une note. Normalement, ça, c'est bon. n.id, type évaluation, count de n.id, comme ça. Oui, ça devrait aller. Est-ce que c'est bon? C'est moi voir. OK, donc, on a notre challenge qui est là. Donc, on a les success rates là, donc 41%. Comme ça, 41, 41, 42. On peut le faire également par matière. Donc, on peut ajouter les matières. Donc, on va faire un left join. On va faire un left join, matière, M comme ça, et on va mettre en
m.id là est égal à n.matière id. Est-ce qu'on a matière id dans... Non, est égal à e point. E point matière id comme ça. Et on va faire un groupe by. On va mettre matière id dedans. Matière id comme ça. Et on va pas mettre matière id. On a le nom de la matière dans la table matière. Donc, on va mettre m.description, m.nom. Voilà, comme ça. Et on va mettre ici, en haut là, as matière, comme ça. Donc ça va tourner un moment. Voilà. On voit les success rate dans les matières et tout. On peut ordonner pour savoir order by success rate. Voilà, comme ça, descendant. Voilà. Donc, surprise, mathématiques n'est pas en haut. Donc, bref, je pense qu'on peut s'arrêter là pour la séance d'aujourd'hui. Bon. Il reste 10 minutes. Donc, Monsieur Leonardo avait une question. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. On a dépassé le temps, en fait. C'est ça qui... Okay. On a dépassé le temps, mais on va prendre la question de Leonardo avant de clôturer. Et pour le reste des questions, bah, vous allez nous laisser ça dans le formulaire au niveau des commentaires et tout. Et la prochaine séance, on va essayer de répondre à ces questions-là d'abord avant de commencer si possible. Merci. Pour rappel, la prochaine séance sera à la fin de ce mois. Donc, on a déjà communiqué dessus. C'est censé être le 28, non? Si je ne dis pas si je ne me trompe pas, j'espère. En tout cas, attends, je vais voir. Mais allez-y, monsieur Leonardo, le temps que je vérifie le calendrier rapidement. Ok, bonsoir à tous. Ma question c'est, est-ce que le hall du select, lorsqu'on veut juste récupérer une seule donnée, par exemple tout à l'heure, on voulait que les années actives. Donc, est-ce que ça aurait une incidence sur le temps de réponse de la requête? Oui. Si vous avez juste besoin d'une seule colonne et que vous en demandez 10, forcément, ça va prendre du temps parce que lui, il va aller vous chercher les 10 colonnes. C'est pour ça qu'il faut spécifier uniquement la colonne dont on a besoin. Encore plus dans les systèmes comme PostgreSQL ou MySQL. Donc, gardez ça en tête également. Je pense c'est bon, non? Ou est-ce que vous avez encore des appréciations par rapport à la question? Okay. Non, c'est bon, merci. Ok, la prochaine, c'est pour le voilà. Ok, donc, je pense qu'on n'a plus de questions et tout. On peut s'arrêter, non, Jospin? Je te laisse la main pour la suite. Ok, merci beaucoup à vous d'être restés. Nous espérons que vous avez suivi et que vous êtes satisfaits. Donc, notez vos questions et rendez-vous le 21 mars pour la prochaine séance. Merci à notre invité qui a fait une belle présentation et tout. Et voilà, essayez de vous entraîner. En tout cas, on va vous envoyer les ressources quand même. Merci de nous avoir suivis. Je vais rapidement arrêter l'enregistrement. Donc, merci de nous avoir suivis et bon week-end à vous. Merci, bon week-end à tout le monde. Bon, je vais couper le Meet pour tout le monde et merci encore. Prenez soin de vous.